19h50, nous sommes le lundi 18 novembre 2019. L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Et voici les titres de votre journal. Crise anglophone, nouvelle initiative du gouvernement camerounais en direction des populations. Une caravane de paix et de restitution des résolutions du Grand Dialogue National a pour mission de sillonner les différents départements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour sensibiliser les populations sur l'importance de donner une chance à la paix. Tentative de compréhension de la démarche dans ce 19h50 avec l'analyse de Patrick Christian d'abord. Législative et municipale 2020, le jeu des alliances s'invite déjà dans le processus. Premier son de cloche, l'alliance désormais actée entre le PCRN de Cabral Libi et l'UDC d'Adamou Damjoya pour la bataille électorale à venir dans la circonscription de Voury 1er. Modeste Mbami dit non à la nomination de team manager des Lions à prime. L'ex-international camerounais a décliné l'offre dans un communiqué. Il y relève des manquements graves à l'encontre des dirigeants de l'Africa Foot. Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Le tronçon Bafoussam est de nouveau praticable. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, une bus s'effondrait sur l'axe tout près de Banja. La voie rétablie, c'est un ouf de soulagement pour les usagers. Cependant, les populations déplorent les dégâts causés par la route de contournement. Les précisions, c'est avec Lille Piedjou et Pierre-Marie Kéou. Bafoussam, ça roule de nouveau depuis quelques jours. Les travaux d'urgence menés par une société chinoise sont achevés. La circulation routière est désormais fluide. C'est la fin de presque 3 semaines de Golgotha. Pour les usagers de cet axe, c'est un ouf de soulagement. L'activité commerciale reprend de plus belle. Fini les marches à pied. Moi, je suis en train de voir que la route vraiment de Bafang n'est pas encore bien arrangée parce que les garde-fous, il n'y en a pas et il y a des endroits à presque à 800 mètres qu'on n'a pas de garde-fous là-bas et c'est toujours à l'insécurité. Ce n'est pas en sécurité. Oui, la route passe déjà puisqu'on a eu à faire ce qu'il fallait faire et l'essentiel c'était d'amener les gens à pouvoir traverser ici très simplement puisque la route était coupée par rapport à l'affaissement de la bus. Un seul regret, l'absence de déviation telle qu'annoncée par le ministre des Travaux publics pendant la période des travaux. Conséquence directe, la voie de contournement de Tchank passant par Sonchou a causé d'énormes dégâts sur les véhicules. Vraiment de Dieu, on a tous souffert. Nous avons souffert par rapport à cette route. Passant par Sonchou, on a grillé nos moteurs par-ci, par-là pour arriver. Vraiment, ça ne valait même pas la peine. Le 16 octobre dernier, l'affaissement de la chaussée au niveau du PK 850 a eu un impact négatif sur les déplacements des populations entre Douala et Bafoussam. Cette joie pourrait s'interrompre une fois de plus si cet autre cas n'est pas pris en compte. À 800 mètres de cet endroit, un point de fissure lézardé peut s'affaisser à tout moment, replongeant les usagers dans les mêmes travers. Aux autorités de se réveiller. Et toujours dans l'actualité, c'est une nouvelle qui a surpris les férus de commerce en ligne. L'entreprise Jumia ferme ses portes au Cameroun. Selon les dernières informations, c'est après une brève réunion ce lundi matin que la nouvelle a été annoncée. Spécialisée dans le e-commerce en quelques années, la structure s'est imposée dans le domaine. L'entreprise est implantée dans plusieurs autres pays. Les raisons, l'impact général de cette fermeture, nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. C'est le temps pour nous de parler de santé. La mortalité maternelle et néonatale sont en baisse au Cameroun, mais beaucoup reste à faire pour réduire le chiffre de 529 décès sur 100 000 naissances. D'autres chiffres ont été rendus publics ce matin au cours de la réunion des gestionnaires de santé familiale et de reproduction organisée par l'OMS. Compte rendu Mireille-Flore Defofotso et Guy Fotso. Les femmes continuent de mourir en donnant la vie et certaines perdent leurs enfants soit à la naissance ou avant l'âge de 5 ans.
Le taux de prévalence de la mortalité maternelle et néonatale est tout de même en baisse. Pour ce qui est de la mortalité maternelle, le Cameroun est passé de 800 à 529 décès pour 100 000 naissances. La santé de la mère et de l'enfant est un axe prioritaire dans le dispositif en discussion aujourd'hui au ministère de la Santé pour la couverture santé universelle. Et donc l'OMS se réjouit réellement du travail en cours au niveau du Cameroun pour adresser la santé de ces populations vulnérables. Il y a tout un paquet d'interventions qui sont mises en œuvre au niveau de l'extrême nord, du nord, la Damawa et l'est. Et donc pour réellement réduire la souffrance des mères et des enfants. L'Organisation mondiale de la santé apporte un appui aux pays confrontés aux taux de mortalité les plus élevés de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Cette réunion va nous donner l'opportunité de discuter des problèmes de santé des adolescents qui se posent au niveau des États membres. Tous les pays sont représentés ici, donc ça nous donne l'opportunité d'en discuter et de voir quelles sont les priorités et comment nous pouvons aborder ces problèmes et comment l'OMS peut apporter un appui aux différents États membres pour bien aborder ces problèmes. Il est plus qu'important de sensibiliser les gestionnaires de santé familiale et de reproduction des pays membres de l'OMS Région Afrique, d'où la rencontre de Douala, ceci du 18 au 22 novembre 2019. Et nous le disions en titre, conduite dans le nord-ouest par le cardinal Christian Toumi et dans le sud-ouest par l'évêque de Montfait, Andrew Keya. La caravane de paix et de restitution des résolutions du Grand Dialogue National a démarré ce lundi sur instruction du Premier ministre Joseph Dion-Boutet. Pour en parler sur ce plateau, Patrick Christian Dobo, analyste et membre du DEX politique à la rédaction centrale de Canal 2 International. Bonsoir Patrick Christian. Eh bien, bonsoir à toi, Aimé Catherine. Bonsoir à nos téléspectateurs. À peine rendue publique, cette nouvelle initiative fait déjà la polémique. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui anime cette controverse ? Écoutez, dans le contexte de ce qui est considéré comme étant la crise dans les partis anglophones de notre pays depuis bientôt 3 ans, il est bien difficile de voir tout le monde être d'accord, en tout cas dans un contexte de crise comme celui-là. Et donc, forcément, comme on l'a vu par le passé, cette autre initiative du gouvernement alimente déjà la polémique. Elle alimente la polémique d'abord parce qu'il y en a qui pensent que la question du timing se pose avec acuité autour de cette initiative, alors que tous les regards sont rivés sur le sort réservé aux recommandations du Grand Dialogue National. Certains estiment qu'on aurait peut-être mis la charrue avant les bœufs dans cette initiative-là. En tout cas, de ce point de vue, se pose aussi la question du casting. Lorsqu'on sait que dans certaines de ces commissions-là, il y a des figures pas toujours en odeur de sainteté avec les populations, du moins pour ce qu'on a vu par le passé, certaines de ces figures quelquefois décriées par rapport à leur attitude dans ce qui est considéré aujourd'hui comme cette crise. Et au-delà, il y a d'autres de ces figures, comme notamment le sénateur Kemende du SDF, que nous avons d'ailleurs eu au téléphone, qui décide de ne pas participer à ces délégations parce que, disent-ils, n'ayant pas été consulté, premièrement, et deuxièmement, pour le cas spécifique de ce sénateur, n'ayant pas participé au dialogue national, et puis se sentant très peu à l'aise avec justement ce qu'il devrait aller expliquer aux populations, alors que lui-même n'ayant pas le contenu de cette démarche. Et donc, tout cela peut permettre de jeter un peu d'appréhension et pour quelques-uns du discrédit sur les chances réelles de cette haute initiative à l'endroit des populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et puis fondamentalement de poser la question de savoir qu'est-ce que cette autre mission, cette autre initiative pourra apporter de fondamental pour faire bouger les lignes dans cette quête de paix. Justement, j'allais vous poser la question, selon vous, qu'est-ce que cette caravane peut apporter dans le processus de rétablissement de la paix dans ces zones dites anglophones ? Je pense, et d'ailleurs beaucoup le pensent aussi, que dans une démarche, dans un processus de paix, surtout après une période comme celle-là de crise, aucune initiative n'est de trop. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut relever, que parfois, c'est de l'initiative la plus banale, entre guillemets, si on la considère comme ça, que peut jaillir une étincelle qui produira finalement de la lumière. En tout cas, on peut l'espérer, c'est ce qu'on ne peut qu'espérer à cette initiative. Et puis, il faut surtout se dire que cette démarche, la nouvelle actuellement, ne pourra que gagner en crédit si elle sait se servir des ratés, des manquements des précédentes missions et autres initiatives qui ont été relevées, notamment au niveau des populations, par rapport à leur capacité à mettre tout le monde sur la même ligne d'onde. Et après,
on a que dans cette nouvelle initiative, il faut voir quand même la posture des figures. Vous avez cité à l'instant le cardinal Christian Toumi, qu'on ne présente plus, qui va coordonner cette délégation dans la région du Nord-Ouest. Vous avez l'évêque de Manfé, Monseigneur André Keafanua, qui lui va coordonner dans la région du Sud-Ouest, et d'autres figures traditionnelles et figures religieuses. Cela donne quand même un autre ton comparé aux délégations qui étaient fortement parsemées de membres du gouvernement, de l'administration, et qui venaient avec une approche un peu comme une approche d'influence, de domination, qui avait été décriée par les populations. Donc il y a déjà cette démarche. Et ensuite, dans cette démarche, il y a aussi forcément l'approche. Lorsque vous avez suivi le cardinal Christian Toumi, qui parlait d'humilité, d'honnêteté, de vérité et de générosité dans l'approche, c'est d'ailleurs la mission principale de vocation de ces hommes d'église. On se dit que forcément, dans la démarche de cette autre mission, ils vont implémenter cela. Et cela va donner une différence et ne donnera pas l'impression d'avoir des délégations qui viennent tout au moins s'intimider des populations dans une approche participative. On espère que ce discours sera surtout conciliant. Et après, il y a cette question du statut spécial. Vous savez, dans l'initiative de la All Anglophone General Conference, le cardinal Christian Toumi avait soumis des questionnaires à des populations. Il a ressorti une volonté de séparation, une volonté de fédéralisme. Et donc ce terme, cette expression de statut spécial est totalement nouveau aux populations de ce côté-là. Et il y a besoin d'expliquer en quoi est-ce que le statut spécial pourra répondre aux aspirations de prise en compte du développement local par ces populations. En quoi est-ce que cela est une bonne alternative au regard des propositions, des intentions de séparation ou de fédéralisme. Ces délégations ont peut-être contre elles le fait de n'avoir pas totalement le contenu. Mais il est déjà question de faire intégrer cette notion de statut spécial au sein des populations et enfin de faire comprendre aux populations combien il est utile de donner une chance à la paix en attendant véritablement que, justement, ce statut spécial et tout le reste soient mis en branle. Mais pour terminer, et ça il faut se le dire, toutes ces initiatives ne serviront pas à grand-chose si dans l'immédiat, l'exécutif, l'appareil gouvernant et l'administration ne donnent pas des tons, des signes concrets qui permettent aux populations de comprendre que cela vaut la peine. Et puis deuxièmement, il ne faut surtout pas donner raison à ceux qui pensent que la charrue a été mise avant les bœufs et que finalement ce n'est qu'une initiative de trop. Il faudra donc agir rapidement pour que finalement on sorte de cette impasse. Merci à vous, Patrick Christian Dobo, pour cet éclairage. Moi, je vous dis merci et bonne suite pour le 19h50. Voilà, on continue justement ce 19h50 en ouvrant notre page spéciale consacrée aux législatives et municipales de 2020. On s'en va à Tcholéré dans la suite de ce journal. Les chefs traditionnels de la commune de Tcholéré sont à l'école de la bonne gouvernance en prélude aux échéances électorales à venir. Ces derniers ont participé aux journées portes ouvertes axées sur le rôle de la commune dans le développement local. Nous voyons cela avec Lil Piedjou et Aïssatou Bouba. 9 février 2020 à l'horizon. Le double scrutin se prépare activement. Sur le terrain, l'heure est au positionnement. À Tcholéré, dans la région du Nord, toute une journée citoyenne est organisée par la commune pour outiller une centaine de chefs traditionnels sur le rôle des conseillers municipaux et de l'exécutif communal. Nous avons suivi beaucoup de choses. Premièrement, on nous a expliqué qu'est-ce que l'exécutif de la commune, qu'est-ce qu'un conseiller, quel est le rôle du conseiller. Nous devons nous sensibiliser nous-mêmes d'abord et afin de transmettre effectivement la nouvelle à nos populations. Il est question, à travers ces échanges, de renforcer la participation citoyenne dans la gestion de la commune avec un accent particulier sur la gestion du budget communal et la gouvernance locale. Nous-mêmes, on risque d'amener même vraiment la situation au centre de santé et voire même au centre d'état civil. Il est question à travers cet événement de sensibiliser la population sur les services que rend la commune à cette population-là et sur leur participation dans la mise en œuvre de l'action communale, du budget communal et comment est-ce que la commune rend des services à la population. Pour donner l'opposant de
ces activités relatives aux journées portes ouvertes de la commune de Tcholéré, première édition. J'avoue que le bilan est largement positif. Cette première édition des journées portes ouvertes de la commune de Tcholéré permettra désormais aux chefs traditionnels de mieux accompagner l'action municipale. Mettons à présent le cap sur la capitale Yaoundé pour retrouver Arnaud Guéfac avec vous. On continue de parler des législatives et municipales de 2020 et surtout du jeu des alliances qui s'invitent dans le processus. Bonsoir à vous Arnaud. Bonsoir Aimé, Catherine Moukouri, Madame, Monsieur, bonsoir. La nouvelle est connue depuis quelques jours. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libi ira aux législatives aux côtés de l'Union démocratique du Cameroun d'Adamou Dam Djoya à Douala Ier. Une coalition surprenante et parlante dans un contexte de bataille rangée et programmée dans la dite circonscription. Sur les motivations de cette alliance UDC-PCRN, je vous propose d'écouter le porte-parole de Cabral Libi, président du PCRN, Anne Fegonoa, est au micro de Brand Kamga. Nous allons soutenir la liste de l'UDC pour les élections législatives dans l'arrondissement de Douala Ier. C'est-à-dire que les candidats du Parti camerounais pour la réconciliation nationale seront inscrits sur la liste de l'UDC qui sera conduite par le président Sambaka. Pour les municipales, les discussions sont en cours, mais nous sommes toujours dans une dynamique de coalition. Il y a trois choses qui justifient cette coalition. La première chose, c'est que, comme je l'ai déjà dit, nous croyons à la coalition. La deuxième raison, c'est que la méthode de l'UDC est convergente avec la nôtre. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs acteurs du changement au Cameroun. Beaucoup veulent que ça change, mais souvent au niveau de la méthode, nous n'avons pas la même. Enfin, il n'y a que le président Sambaka, c'est un monsieur qui soutient la jeunesse. Il a beaucoup soutenu la jeunesse et il est tout à fait normal que la jeunesse lui rende la politesse aujourd'hui. Au moment où se tisse cette alliance entre l'Union démocratique du Cameroun, UDC, et le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, les autres partis s'affairent à la constitution des dossiers de candidature ou encore à la définition des stratégies pour la conquête de l'électorat le 9 février 2020, date des élections législatives et municipales. Interrogation majeure dans ce contexte, peut-on espérer d'autres coalitions des partis d'opposition? Réponse dans cet élément de Janice Kamga et Michel Foucault. Par une annonce faite hier, le président national du PCRN, Cabral Libi, a porté son choix sur l'UDC dans le Vouri Ier pour se donner plus de chance au double scrutin local de 2020. Le vent de la coalition souffle, même officieusement, sur l'opposition camerounaise qui se dit prête à se donner tous les moyens nécessaires pour neutraliser le géant RDPC. Au niveau local, donc communal, départemental et régional, des tractations sont en cours, certaines sont beaucoup avancées et d'autres, bien entendu, sont en train d'être finalisées. Les détails vont vous être donnés dans les prochains jours. Et encore plus détaillés lorsque les listes définitives seront publiées. Nous sommes prêts, nos bras sont ouverts envers les autres partis et prêts à travailler avec eux pour chasser le RDPC. À l'UNDP, l'option de l'association reste une hypothèse, priorité accordée à la constitution des dossiers de candidature. Ce qui intéresse notre parti, c'est la confection de nos listes. Et comme l'UNDP a toujours été un parti soucieux de la légalité, nous pensons qu'on pourra parler de la coalition, parler de la négociation avec d'autres partis politiques le moment venu. Sur le terrain des stratégies, la question de la bannière qui pourrait inféoder les autres formations politiques divise, chaque parti revendiquant son identité propre et s'opposant en locomotive pour les législatives et municipales prochaines.
Entre-temps, dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, la traque des fossiles est lancée pour le double scrutin du 9 février 2020. Dans la circulaire du président national du 15 novembre 2019, les modalités de sélection pour d'éventuelles investitures sont taillées de sorte à exclure certains caciques jusque-là imperturbables. 2 directives contenues dans cette circulaire que nous explorons ce soir. Pas de détourneurs de fonds publics, place aux nouvelles figures. Relecture de la circulaire et analyse d'experts avec Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Opération Nouveau Visage au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le président national, dans une circulaire du 15 novembre dernier, relative aux opérations d'investiture des candidats du RDPC à l'élection du 9 février 2020, encourage les femmes et jeunes et décourage les vieux. Il y a des députés qui ont fait 25 ans, qui ont 40 ans d'assemblée, et l'insolvabilité politique n'est plus à démontrer. Beaucoup de barons, ceux qui étaient établis dans des positions de certitude et de confiscation du pouvoir, vont certainement devoir laisser leur place à de nouvelles figures, nouvelles veut dire éventuellement plus jeunes. Tout en précisant les conditions d'investiture des candidats aux différentes élections, le président du parti au pouvoir précise par ailleurs les conditions d'investiture des candidats. Les militants ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires lors des législatives en 2013 sont d'office hors jeu. Il me semble que cet élément est essentiel à la fois parce qu'il traduit la prise en compte par le parti dominant de réalité qui ont souvent alimenté les débats et qui ont souvent été la source de reproches que l'on a fait au RDPC en matière de confiscation du pouvoir, y compris par l'intermédiaire d'individus dont les comportements n'étaient pas irréprochables. Quand on adhère dans un parti politique, on adhère pour respecter les règles qui régissent ce parti. Et une fois qu'on a enfreint à ces règles, par exemple la discipline du parti, tout le monde sait que tous les partis au monde fonctionnent avec la discipline du parti. Lequel parti fait ainsi face à la concurrence? La traque est lancée. Paul Biya régente son parti. Attention, attention, attends, les femmes a déjà décollé. Sortons de la page politique et ce matériel va beaucoup nous aider. Nous allons les distribuer aux élèves. La prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-Sida, l'information, l'éducation et la sensibilisation des jeunes, principales victimes de la pandémie du sida, sont là des objectifs à atteindre et les jeunes l'ont bien compris. Cette sensibilisation va se baser au fait sur la lutte préventive contre le sida et surtout en milieu scolaire puisque nous savons que ce sont les jeunes qui sont plus attaqués par cette maladie-là. S'il est vrai que malgré les avancées enregistrées dans plusieurs de ces domaines, le chemin à parcourir reste encore long. Et face à l'ampleur de la tâche, les premières dames d'Afrique, sous le leadership de Chantal Biya, première dame du Cameroun, continueront à jouer pleinement leur rôle pour l'éradication du VIH-Sida et la lutte contre les souffrances des populations africaines. Madame, Monsieur, gardez la paix sur l'information. L'actualité continue. À Douala, avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Nguefak. Parler d'une même voix et initier une task force finance dans le secteur environnement forêt en Afrique centrale. C'est l'objectif de la présence des pays de la Commission des forêts d'Afrique centrale à Douala depuis ce matin. Bien que le bassin du Congo soit le deuxième poumon mondial, les experts dénoncent le paradoxe quant au faible financement des politiques liées au changement climatique. Monique Naoussi, Fossou et Marius Kossou nous en parlent dans cet élément. Le bassin du Congo, la deuxième réserve forestière mondiale après l'Amazonie. Mais depuis 10 ans, il ne bénéficie que de 11,5% des flux de financement en faveur du secteur forêt-environnement. Loin derrière l'Asie du Sud-Est et de l'Amazonie, qui sont au-delà de 30%. Une rareté de financement qui handicape le bassin du Congo dans la lutte contre le changement climatique et la mise sur pied d'une politique de forêt durable. L'implémentation du plan de convergence COMIFAC
pour le bassin du Congo. Tout cela a un coût. Et donc, un atelier comme celui qui s'ouvre ce jour est un atelier de renforcement de capacité qui nous permettra d'avoir un accès beaucoup plus facile à divers fonds, fonds vert climat, fonds des Nations Unies, fonds d'adaptation, ainsi de suite. Les 10 pays qui constituent la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, sont en formation à Douala à l'effet de préparer des projets du bassin du Congo et initier une task force finance dans le secteur forêt et environnement dans le bassin du Congo. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il aura un contrat? Est-ce que c'est la fédération qui l'engage? Est-ce que c'est le ministère des Sports qui l'engage? Parce que vous êtes sans oublier que le staff de A' a déjà été mis sur pied et avec contrat et tout à l'appui par le ministère des Sports. Autre raison, le champion d'Afrique 2002 n'a pas voulu se voir virer sans façon comme ceux qui ont occupé ce poste avant lui. Toujours en sport football, 8 des 9 rencontres de la 7e journée du championnat Elite One se sont disputées ce dimanche. Le champion en titre, UMS de Loum, est toujours en panne de réussite alors qu'à Limbé, Avion Academy a effectué un vol vers le haut du classement en dominant Yosport de Bamenda. Marc Chameau nous donne les leçons de la 7e journée d'Elite One dans cet élément. Avion Academy a signé sa 2e victoire de la saison dimanche au Centenary Stadium de Limbé. Le capitaine Georges Mfegue et ses coéquipiers sont venus à bout de Yosport de Bamenda à la suite d'un match totalement renversant. Avion mène 1-0 dès la 8e minute par Bekolo avant de se voir remonter au score par Yosport et les réalisations d'Aboubacar Sidiki et Roland Gallet. Mais Avion a des ressources et revient à 2 buts partout grâce à Kouo Koto et un coup franc de Temjouk en fin de match. En revanche, 3e match de suite sans victoire pour Yosport Academy en championnat. À Boya, UMS de Loum a été tenu en échec par la Colombe du Djaé Lobo en délocalisé, 0 but partout. 8 rencontres sur 9 étaient au programme ce dimanche pour un total de 17 buts enregistrés, soit une moyenne de 2,1 buts par match. Avion Academy et Stade Renard de Mélan ont signé les 2 seules victoires à domicile, contre 3 victoires à l'extérieur et 3 matchs nuls. Notons la belle victoire de Panthère d'Undé, 1-0 sur le terrain de Dragon de Yaoundé. Zuimanto, qui enchaîne un second succès de rang, n'a toujours pas perdu, encore moins encaissé le moins de buts cette saison après 7 journées de championnat. En attendant sa rencontre face à l'Union sportive de Douala, le Coton Sport de Garoua reste en tête avec 14 points, suivi de Bamboutos de Bouddha, 13 unités. Panthère d'Undé complète le podium avec 12 points. Le Canon de Yaoundé est classé 6e. Avion Academy remonte à la 12e place avec 8 points. Dans la zone rouge, on retrouve PWD de Bamenda, Yosport Academy et Dinsport, tous à 7 points. AS Fortuna de Mfou reste l'antenne rouge avec 5 unités au compteur. Une autre compétition à présent, après plusieurs semaines de compétition de football à travers la Coupe du Roi. Les vainqueurs de l'édition 2019 ont été célébrés le week-end dernier. Grâce à ce tournoi de football, les jeunes de Banjoun et des environs ont pu exprimer leur talent. Les détails avec Alex Lembe. Les rideaux se sont éteints sur la 8e édition du festival culturel du peuple Banjoun Semtejom. L'une des attractions majeures de cette 8e édition était sans doute le tournoi de football dénommé Coupe du Trône. Ils sont venus par dizaines de milliers vendredi dernier vivre en direct la finale de l'édition 2019, celle-là même qui s'est déroulée au stade de l'UIT Futso Victor de Banjoun. Celle-ci est opposée en duel les techniciens du collège bilingue technique de Calazans à ceux du lycée technique de Banjoun. Mené de buts à 0 à la mi-temps, le lycée technique de Banjoun est allé puiser des ressources dans ses tripes pour remonter le score et finit par l'emporter sur le score sans appel de 4 buts à 2, naturellement au grand plaisir de ses supporters venus très nombreux pour la circonstance. Ça n'a pas été facile, mes coéquipiers et moi, nous nous ont donné à fond pour remettre le coup fait au lycée. Mais nous remercions beaucoup nos encadreurs avec monsieur le proviseur qui nous a toujours encouragés durant tout ce parcours. Cette cérémonie aura connu la présence des hautes personnalités du monde de l'éducation et du sport, au rang desquels le délégué régional des sports et l'éducation physique, le président de la Ligue régionale de football de l'Ouest, les délégués des enseignements secondaires et des sports du Konki, les chefs d'établissement étaient également présents. Cette finale, faut-il le signaler, a été présidée par l'honorable Albert Kunche,
président exécutif du comité d'organisation, avec à ses côtés le président de la commission de sport, David Kenyé, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction à la fin de cette grande jamboree de football. Grand sentiment de satisfaction. Nous avons assisté ce soir à une finale courue. Courue pourquoi? Parce que nous dénombrons tout à l'heure, les techniciens comme vous ont dénombré 20 000 spectateurs. Un match aussi couru qui est rehaussé par la présence des autorités sportives de la région. Un match couru parce que c'est un match qui est couvert par les grands médias. Ce championnat, cette coupe, cette finale a été à la hauteur de l'ambition que le comité d'organisation, qui a pour chef de file la communauté Bandjoun de Yaoundé, on l'a placé à la hauteur des ambitions. L'objectif est atteint parce que sans incident, c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose, vous avez vu assez de spectateurs, vous avez vu les équipes, les collèges engagés. Ça veut dire qu'ils ont accueilli. Pour nous, l'essentiel, c'était que ces collèges puissent bien accueillir le tournoi et je crois que ça s'est très bien passé. Les jeunes de Bandjoun en général et les 15 établissements secondaires engagés dans cette compétition en particulier ont donc ainsi activement participé au Semtejom 2019 à travers ce tournoi, une initiative du roi des Bandjoun, Sa Majesté, le sénateur Dr Njomo Kamga Honoré, qui a remis solennellement le trophée à l'équipe vainqueur à la place des fêtes de la chefferie de Bandjoun. Ce tournoi a été organisé avec le soutien de plusieurs entreprises citoyennes, notamment la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Terminons ce journal en parlant de ce grand élan de solidarité en faveur des sinistrés de l'éboulement de terrain de Ngouaché à Bafoussam qui se poursuit. Les dames de cœur de l'association Perles de Frévis sont allées à la rencontre des personnes touchées avec d'importants dons. Les détails, c'est avec Walter Bertrand et Michel Foucault. Des dames de cœur, membres de la Fondation des Perles de Frévis, encouragent, réconfortent et soutiennent les sinistrés du drame de Ngouaché. Triste incident survenu le 28 octobre dernier, avec comme bilan 45 victimes, 12 rescapés, plusieurs familles déguerpies de la zone sinistrée et recasées dans 3 sites d'urgence. Présentes à Bafoussam ce 15 novembre, fidèles à leurs habitudes, elles ont continué à manifester leur élan de générosité. Et cela à travers du matériel de première nécessité et autres. C'est pas un coup de cœur, ça n'a pas été spontané, parce que nous avons l'habitude de vaguer à nos occupations en s'occupant des personnes sinistrées. Donc, ça n'a pas été préparé, puisque nous ne faisons que ça au cours de l'année. Nous ne faisons que ça, assister les sinistrés, assister les personnes vulnérables. Là, nous sommes comme des mamans qui reviennent des marchés pour leurs enfants. On les a apporté des produits d'entretien corporel, des produits alimentaires, des produits de soins, bref, pour ce qui les convient pour le moment. C'est les premières nécessités pour le moment. Merci d'avoir répondu. Bien avant le geste de réconfort, une visite avec entretien avec le gouverneur de l'Ouest pour imprégnation. Ensuite, une visite avec remise des dons aux sinistrés. Enfin, un réconfort des rescapés dans les urgences de l'hôpital régional de Bafoussam. Comme toutes les autres personnes qui viennent nous assister depuis ce drame, nous avons un sentiment de satisfaction. La présence de ces mamans nous essuie les larmes et nous les rassurons qu'avec tout ce qu'elles ont pensé à nous apporter, nous allons avoir plus de force et plus de courage pour avancer dans l'avenir. Face au drame de Ngouaché, 3 catégories répertoriées, les ayants droit, les survivants, les déguerpis de la zone sinistrée. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez demain pour votre journal de la mi-journée, l'île Piédiou. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h50 en compagnie d'Arnaud Guéfac depuis la capitale Yaoundé. Bonsoir à tous.